Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT Vu d'ailleurs. Chaque vendredi, on élargit le spectre sur TV Finance et nous parlons d'actualité économique, sociale et culturelle. Et justement, comme d'habitude, on démarre cette émission avec notre focus sur l'actualité internationale via votre revue de presse issue du site www.vudailleurs.com. Et donc nous partons à l'international où les géants mondiaux de l'armement ont été largement épargnés l'an passé par les effets de la crise économique provoquée par le Covid, avec un nouveau record de ventes en hausse, puisque des ventes sont en hausse depuis 6 années consécutives. Le chiffre d'affaires des 100 plus grands groupes du secteur de la défense a atteint en 2020 un nouveau sommet de 531 milliards de dollars, ce qui correspond à 470 milliards d'euros, dont plus de la moitié par les entreprises américaines, selon un rapport de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, publié lundi, c'est le CIPRI qui publie ce rapport. Cela représente une hausse de 1,3% sur un an de leurs ventes d'armement et de services militaires, alors que dans le même temps, l'économie mondiale a chuté de plus de 3%, souligne l'organisme de recherche basé en Suède, dont les travaux font référence en la matière. Les chiffres d'affaires des 100 plus grands groupes d'armement est en hausse continue depuis 2015, avec une progression totale de 17% sur cette période, selon le CIPRI. La croissance a toutefois été plus faible en 2020 qu'en 2019, où le top 100 avait vu ses ventes bondir de 6,7%. 5 géants américains monopolisent cette fois encore le haut du classement mondial. On passe donc à Lockheed Martin, avion de combat F-35 notamment, qui a consolidé sa première place avec des ventes d'armes de 58,2 milliards de dollars, devant Raytheon Technologies, nouveau numéro 2 après une grande fusion, puis Boeing, Northrop Grumman et General Dynamics. Derrière les 41 entreprises américaines du top 100 et leur part de 54%, 26 sociétés européennes ont accaparé 21% des ventes totales, suivent la Chine, 13% du total avec 5 entreprises, et la Russie, 5% de ce total avec 9 entreprises. En comptant séparément les pays européens, la Chine est le deuxième pays et le Royaume-Uni le troisième, le Royaume-Uni avec 7 entreprises et 7,1% de part de marché, devant la Russie, 9 sociétés, 5% de part de marché, et la France, 6 entreprises avec 4,7% de part de marché. La progression de la Chine comme un producteur majeur d'armement a été tirée par sa volonté de devenir plus autodépendante dans sa production et du fait de programmes ambitieux de modernisation de ses armées, souligne le CIPRI. Une quinzaine d'autres pays abritent des entreprises figurant dans le top 100 mondial. On pense notamment au Japon, à l'Allemagne, à la Corée du Sud, Israël, l'Inde, l'Italie, ainsi que le Canada, la Pologne, l'Espagne, l'Ukraine et les Émirats Arabes Unis. On marque une pause et on se retrouve tout de suite dans votre JT Vu d'ailleurs. Dans les actualités en France, nous allons parler du paradoxe de Macron. Macron, l'Africain incompris. En effet, alors que le président français multiplie les gestes à l'attention des populations et des gouvernements du continent africain, il semblerait que l'image de la France n'ait jamais été aussi terne depuis des décennies. En effet, Emmanuel Macron est à l'origine de l'augmentation de l'aide au continent. Il a initié le retour d'objets culturels volés pendant les guerres coloniales. Il a également maintenu les troupes françaises au Sahel pour combattre les djihadistes. Mais tout cela ne semble pas suffisant et la rancœur des populations africaines à l'égard de la France semble ne cesser de grandir. Il n'est pas rare, en effet, désormais d'entendre les jeunes générations souhaiter l'abolition du franc CFA, perçu comme un moyen pour la France de contrôler les économies locales. Nous sommes donc en droit de penser que l'Afrique francophone fait payer à Emmanuel Macron des décennies de choix politiques compris comme étant de l'arrogance à l'égard de l'Afrique. On marque encore une pause, de nouveau une pause, et on se retrouve tout de suite pour l'actualité culturelle. À tout de suite.
Les robots tueurs qui abattent des cibles sans même qu'un homme appuie sur un bouton, eh bien, figurez-vous qu'ils existent. Cette terrifiante évolution est au cœur d'un sommet à Genève qui réunit 125 États sous l'égide des Nations Unies. Un robot volant qui détecte sa cible seul et décide d'ouvrir le feu seul, sans intervention humaine, uniquement grâce à l'intelligence artificielle. Ces drones chinois sont peut-être les drones du futur, comme ce chien équipé d'une mitraillette développé par une société américaine, encore en phase de test dans plusieurs pays. Ces armes autonomes sont au centre de la course à l'armement mondial. Dès lors, la question se pose de l'autorisation. Faut-il autoriser les robots tueurs au sein des armées ? Ce n'est plus de la science-fiction. La Chine, les États-Unis, les États-Unis et Israël ont déjà développé des technologies similaires. Dès lors, quel statut, quelles limites donner à ces robots tueurs ? Faut-il tout simplement les interdire ? C'est ce que réclament de nombreuses ONG qui s'inquiètent de la robotisation du champ de bataille. L'être humain a déjà du mal, dans certaines circonstances, à répondre à la complexité de certaines situations sur le terrain. Alors imaginez avec une machine, expose Emery Eloin d'Amnesty International France. Russie, Israël, États-Unis s'opposent à toute interdiction de ces armes autonomes. La position de la France est plus nuancée. Les 125 pays réunis à Genève cherchent un difficile terrain d'entente sur ces robots pour mettre en place des règles qui pourront régir les conflits de demain. On marque une pause dans ce JT vu d'ailleurs et on passe juste après à l'actu politique avec notre invité Jean-Marie Cambacérès. A tout de suite sur TV Finance. Merci de rester fidèle au JT vu d'ailleurs. Avant de refermer cette émission, nous allons parler politique puisque nous sommes désormais à un peu plus de 4 mois de l'élection présidentielle en France et depuis quelques jours les lignes bougent, les candidats à la fonction suprême se révèlent petit à petit, la droite dans sa plus large composition se met en ordre de bataille et ce alors que dans le même temps, au moins 7 candidats se sont déclarés à gauche, la gauche qui semble donc peut-être perdu, morcelé. Dès lors, peut-on interpréter cela comme un signe que la France se droitise, plaçant les valeurs de liberté individuelle au-dessus des notions de justice sociale et de réduction des inégalités ? Où en est le socialisme aujourd'hui ? Comment définir le socialisme du XXe siècle et le replacer au centre du débat politique ? Et pour parler de ce sujet, je reçois monsieur Jean-Marie Cambacérès. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes notamment ancien député socialiste du Gard, ancien maire de Sommières, ancien conseiller régional du Languedoc, de la région Languedoc-Roussillon, président fondateur de l'association France-Asie, et je vous reçois aujourd'hui en tant que président exécutif de D12. Avant de débuter cette interview, monsieur Cambacérès, j'aimerais préciser une chose, c'est que nous sommes le jeudi 9 décembre, que c'est une interview qui est enregistrée et qui sera diffusée le 17 décembre prochain, donc dans une semaine. Je pense que c'est important, donc, parce que comme je l'ai expliqué, donc les présidentielles arrivent, l'actualité politique va être très dense, changer très vite. Pour preuve, hier soir, Anne Hidalgo a proposé une primaire à gauche. Ce sera ma première question, monsieur Cambacérès. Que pensez-vous de cette proposition d'Anne Hidalgo ? D'abord, je voulais vous remercier vu d'ailleurs de me recevoir. Simplement rajouter dans mon CV que j'étais, les 5 dernières années, président de la Commission des Affaires étrangères et européennes du CESE au Palais Iéna, et que c'était un poste qui m'a beaucoup intéressé, à la limite plus que quand j'étais parlementaire, donc je tenais à le dire. Et le Languedoc a disparu pour nos auditeurs aussi, donc oui, maintenant il y a l'Occitanie, mais en tout cas, merci de me recevoir. Et vous avez bien fait de dire qu'on était un peu enregistré, parce que ça va tellement vite, l'actualité, que quand on le diffusera le 17, il ne faut pas que le débat soit déjà... plus à jour. Voilà, plus à jour. Donc je réponds à votre question maintenant. Écoutez, moi j'ai vu ça comme tout le monde hier ou avant-hier, la proposition d'une primaire. Franchement, je crois que c'est un peu... on sent que c'est pas préparé, que c'est un peu une proposition que moi j'appelais une primaire de désespoir, parce que je pense pas que des hommes et des femmes comme notre ami Montebourg ou Anne Hidalgo, qui font 2 ou 3%, enfin, ou 3 ou 4 d'après les sondages, soient en mesure de proposer une primaire à des gens qui font 7 ou 8 et qui ont leur indépendance, qui ont déjà fait leur primaire, comme Jadot ou Jean-Luc Mélenchon. Donc, je pense que c'est un peu tard, voilà, que ça ne va pas enclencher quoi que ce soit, et qu'on va retourner, à chacun avec ses candidats, avec un peu plus de confusion, sauf si ceux qui sont la toute petite famille
qu'on dit social-démocrate, mais bon, disons démocrate et social veulent en faire une nouvelle ensemble. Mais je pense que c'est en mois de septembre que le Parti socialiste aurait dû organiser une primaire avec Stéphane Le Foll, avec d'autres peut-être, avec des débats publics et puis avec un vote plus large. Regardez ce qu'a fait LR. Finalement, ils se sont bien débrouillés. Ils ont permis à des dissidents de participer. Ils ont permis d'adhérer jusqu'à la veille du vote. Et donc, maintenant, ils sont 150 000. Alors que le Parti socialiste a désigné quelqu'un avec 20 000 personnes. Donc, on aurait dû faire ça en septembre. Ouais, bon, maintenant, c'est un peu trop tard. On ne voulait pas refaire, bien sûr, la primaire comme qui avait désigné Hamon, parce que, bon, on sait que c'est un peu tout et n'importe quoi. Mais entre une primaire très ouverte avec tout le monde qui ne partage pas les mêmes idées et une très fermée, on aurait pu trouver quelque chose entre les deux. Voilà. Mais maintenant, honnêtement, je pense que c'est trop tard. D'accord. Ok, je vous remercie, Monsieur Cambacérès. Vous êtes ici donc en tant que président de D12. Très rapidement, D12 qui est né des cendres d'une certaine façon de démocratie 2012. Pouvez-vous nous parler très rapidement? Oui, en 2 minutes, si vous voulez. On a créé Démocratie 2012, effectivement, en 2010, pour soutenir François Hollande. Donc nous, c'était très très clair, à l'époque où il faisait 3%. Les gens se moquaient un peu de nous, mais bon, après on a progressé. Après, pendant son mandat, on l'a soutenu, bon, avec des hauts et des bas. Et puis après, on a défendu son bilan. Bon, simplement, à un moment donné, un certain nombre de nos amis ont rejoint Emmanuel Macron. Donc, pour ne pas avoir des problèmes dans chaque réunion, on a décidé de dissoudre Démocratie 2012. Et on a créé un club qui s'appelle Club des 12, qui rappelle Démocratie 2012. Okay. Donc, Club des 12, où là, il n'y avait que ceux qui avaient continué à soutenir François Hollande. Voilà. Donc voilà. Alors actuellement, bon, il y a des hommes et des femmes de toutes les sensibilités. Hein. D'accord. Donc il n'y a pas que des socialistes, même moins de la moitié peut-être. Il y a des radicaux avec toutes les sensibilités, des radicaux aussi, parce qu'ils sont, comme le Parti socialiste, un peu dispersés. Mais il y a aussi des gaullistes de gauche, des hommes et des femmes surtout, de la société civile. C'est ce que j'allais vous poser comme question. Ah ben merci. Okay. Oui, de la société civile. Donc qui ne sont pas forcément dans des partis politiques. Encartés, et donc nous, on a notre rôle, un rôle modeste, mais on est à peu près 1000 dans toutes les régions, on a des correspondants, et moi je fais beaucoup de réunions. De réunions, d'accord, je vous remercie pour ces précisions. Donc je comprends que la réunion civile, la société civile est présente dans ce club, qui est un club, donc pas un think tank, pas un mouvement politique, c'est un club qui réunit plusieurs obédiences d'une certaine façon. Voilà, c'est un peu, parce qu'un think tank, c'est uniquement pour réfléchir. Vous voyez, bon, un parti, c'est fait pour participer à des élections, etc. Nous, on est un peu entre les deux. On est à la fois un réseau, à la fois un club de réflexion, mais on ne participe pas et on ne s'exprime pas politiquement bon, pour être élu. Vous voyez, bon, après, chacun retrouve sa boutique, entre guillemets, quand ils veulent être élus. Nous, voilà, on est à la fois un réseau, et une réflexion. Et un mouvement de réflexion. Voilà. Donc justement, vous êtes ici pour nous parler du manifeste de D12 que l'on voit ici. Merci. Je vous en prie. Est-ce que vous pouvez nous sortir les 2-3 principales, enfin d'abord, avant de commencer de parler du manifeste, aujourd'hui, comment est-ce qu'on pourrait définir le socialisme au XXIe siècle? Quel devrait être le socialisme au XXIe siècle? C'est le vrai problème. Hein. C'est le vrai problème. Je crois qu'il faut d'abord s'appuyer sur le passé. Ça a l'air idiot de le rappeler, mais je pense qu'il ne faut pas effacer tout ce qu'ont fait ceux qui étaient avant nous. Donc il y en a bien sûr qui remontent à Jean Jaurès, à Léon Blum, ça c'est évident. Mais il ne faut pas oublier François Mitterrand non plus. Bon, ça non plus, je crois que ça c'est à peu près uni d'une manière unanime, bon, qu'on s'y réfère. Mais il ne faut pas oublier Lionel Jospin aussi, et François Hollande. Car François Mitterrand et François Hollande, ce sont les seuls qui ont réussi à être élus président de la République. Donc ce n'est pas rien. Alors après, on peut critiquer telle ou telle chose. Bon, ça, c'est la vie, c'est normal. Mais il faut s'appuyer sur le passé. Bon, après, il faut un programme. Et dans ce programme, effectivement, bon, il y a toujours les bases sociales auxquelles il faut revenir, sinon on oublie le peuple de gauche, comme on dit, mais même le peuple tout court. C'est un peu un des drames actuels. Il ne faut pas faire que du sociétal, il faut aussi faire du social. L'économie, il ne faut pas l'oublier.
l'international, la défense. Vous voyez, parce qu'on voit beaucoup de propositions des uns et des autres, mais qui ne réfléchissent pas globalement à tous ces problèmes. Or, quand vous êtes président de la République, vous avez tous les jours des problèmes internationaux de défense, etc. Et puis, les deux, je réponds à votre question d'une manière plus précise, mais il ne faut pas oublier tout ça quand même, c'est l'aspect écologique de la défense de l'environnement. Il faut maintenant l'intégrer dans notre programme et non pas le sous-traiter à une autre force politique. Vous voyez ? C'est pour ça que moi je n'ai pas peur de dire, bon, il faut parler d'une croissance durable. Voilà, parce qu'entre ceux qui veulent la décroissance et les autres qui ne veulent pas s'en occuper. Bon. Et le deuxième point, c'est la nouvelle participation citoyenne, l'évolution des institutions. Je crois qu'on ne peut plus continuer avec les institutions de la Ve République comme elles sont actuellement. C'est effectivement un point qui est à noter dans ce manifeste. Vous proposez presque l'avènement d'une 6e République d'une certaine façon. Je ne sais pas, parce que là c'était un petit clin d'œil à ce que dit Jean-Luc Mélenchon depuis longtemps. Mais en tout cas, si vous voulez, on a un pacte démocratique quand même. Il y a un pacte démocratique qui est à 3 niveaux. Le premier, si vous voulez, pour éviter, parce que tout le monde le voit, l'abstention qui progresse. Et donc c'est très grave de laisser un régime démocratique avec de plus en plus d'abstention, surtout pour les jeunes, etc. Donc on pense qu'il faut rétablir d'abord le débat gauche-droite. Je crois qu'Emmanuel Macron a une grosse responsabilité sur le fait que les gens se désintéressent de tout, parce que comme il a dit, bon, c'est ni la gauche ni la droite, ou la gauche et la droite c'est pareil, bon, puisque c'est pareil, pas besoin d'aller voter, quoi. Donc ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que nous on pense que sur le plan constitutionnel, et je réponds à votre question sur la 6e République, il faut une évolution. Il faut prendre acte du fait qu'en France, bon, à tort ou à raison, les Français aiment bien élire leur président, la présidente de la République. Donc c'est lui qui dirige, bon ça il faut en prendre acte. Et donc le Premier ministre de plus en plus est devenu quelqu'un qui n'est pas le chef de la majorité présidentielle, mais qui au contraire est un exécutant de la pensée du président. Et le président n'a pas les moyens, c'est-à-dire il n'a pas le secrétariat général du gouvernement, il n'a pas les services et tout. Donc je pense qu'il faut supprimer le poste de Premier ministre. Et puis pour qu'il n'y ait pas tous les pouvoirs du côté du président, parce que moi je suis pour rééquilibrer les pouvoirs, il faut lui donner les moyens de gouverner puisqu'il a été élu. Mais il ne faut pas qu'il dirige l'Assemblée comme un mouvement où les gens obéissent. Donc, comme ça. Il faut renforcer le pouvoir législatif d'une certaine façon. Renforcer le pouvoir législatif en supprimant le droit de dissolution du président. D'accord, c'est fort. Ça c'est fort. Ou supprimant ou réduisant énormément que pour le budget le 49.3, pour laisser le Parlement. Et puis en mettant de la proportionnelle, parce que nous pensons que beaucoup de courants minoritaires, alors je ne dis pas tout en proportionnel, mais un peu un système à l'allemande où il y aura un peu de proportionnel, ça permettrait à la fois à l'extrême droite qui dit qu'elle est vraiment victimisée et tout, bah non, elle n'est pas victimisée, si elle le fait 20%, elle fera 20%, vous voyez, et après on verra bien s'ils sont bons ou pas bons, et pareil de l'autre côté, pareil pour les écologistes, etc. Donc ça c'est le deuxième niveau constitutionnel. Et puis le troisième, c'est qu'il faut beaucoup plus de décentralisation, mais de la vraie décentralisation, pas de la déconcentration comme on fait depuis 5 ans, parce que les Français veulent que le pouvoir soit plus proche de chez eux. Voilà, bon. Et puis alors, le dernier volet, c'est la participation citoyenne. Et ça, c'est très nouveau. Alors, on parle de beaucoup de choses, puisqu'il y a eu la convention citoyenne sur le climat, vous savez. Bon. Mais moi, je crois que c'est exactement ça qu'il ne faut pas faire. D'accord. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. Le tirage au sort, on peut s'en servir pour quelques citoyens qui éclaireraient un peu plus les autres pouvoirs. Mais là, il y a eu une double erreur sur la convention citoyenne. C'est qu'on a dit aux conventionnels que vous êtes des conventionnels. Et ça, moi, en tant que cambacéré, je peux vous dire que la révolution et une convention, c'est pas du tout ça. Une convention, elle a les pouvoirs. Or là, ils l'ont cru. Ouais, en fait, il n'en avait aucun, puisque en France, il y a le président, il y a le gouvernement, il y a l'Assemblée nationale, il y a le Sénat, donc ils ont eu tout ça après. Bon, ça c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que quand le président Macron les a reçus à l'Élysée, il leur a dit on prendra toutes vos propositions, sauf 2 ou 3 jokers, on les prendra sans filtre. Ils l'ont cru aussi. Or, après, il y a les filtres. Il y a le Conseil d'État, il y a le gouvernement, il y a les contre-pouvoirs d'une certaine façon. Et donc, tout ça a disparu. Donc, ils ont déçu ceux qui y participaient, alors que ce n'était pas forcément une mauvaise idée. Donc, un peu de tirage au sort. Ensuite, les pétitions citoyennes. Pétitions citoyennes, il y a beaucoup de citoyens maintenant qui s'expriment sur les pétitions et sur le net. Et ils ont l'impression que ça tombe à plat et que ce n'est pas repris.
Vous voyez? Donc moi je pense qu'il faut instituer un système qui fait que quand il y a une pétition citoyenne qui dépasse, alors, je ne sais pas, moi, disons 20 000, 50 000, 100 000, bon ça c'est au Parlement on a décidé, on soit obligé de la reprendre et de la transformer en projet de loi. Et ça ferait voir aux citoyens que vraiment il y a quelque chose de... parole est prise en compte. Voilà, que c'est pris en compte. Vous voyez. Et dernier point, alors là ça peut paraître important pour le débat et puis très nouveau, c'est que nous, on est pour un droit de retrait d'un élu. C'est-à-dire un élu qui, pendant les 5 ans, vraiment se comporte très très mal ou n'a plus la confiance de citoyen, alors pas au niveau de l'État bien sûr, mais au niveau du député local ou d'un maire, que le citoyen puisse faire une pétition pour qu'il se retire. Démettre de ses fonctions. Alors, avec des conditions. Hein. Et ça existe dans certains pays, dans la Constitution. Ça existe à Taïwan, par exemple. Il faut qu'il y ait 12,5 des inscrits qui fassent une pétition. À partir de ce moment-là, le préfet dit, prend acte, il le soumet à un référendum, il faut qu'il y ait 25% des participants, et après il faut qu'il y ait 50% et 25 pour désavouer le maire. Donc c'est un processus, et puis une fois par mandat, hein, pas tous les jours. Donc c'est un processus complexe, donc qui ne va pas gêner le maire ni le député, mais qui dans des cas extrêmes peut permettre de sortir de situations où les gens n'en peuvent plus d'avoir un élu ou un maire. Donc ça c'est très nouveau dans notre manifeste. Et je vous coupe, je vous pose une dernière question parce qu'on va arriver à la fin de cette interview. Ce manifeste est à destination de qui finalement? De la gauche, du candidat socialiste, de la gauche dans son ensemble, de la sphère politique en général, du probable candidat Emmanuel Macron? Si vous voulez, ce manifeste, il n'est ni pour Emmanuel Macron, ni pour la droite. Bon, par contre, il est pour l'ensemble de l'arc de gauche, disons. D'ailleurs, je l'ai envoyé à une 50aine de leaders, y compris Jean Mélenchon, Jadot, et beaucoup d'autres, des écologistes, et Anne Hidalgo, bien sûr, M. Klein, le maire de Nancy, parce que c'est lui qui est chargé du programme. Et ça, ça peut être très utile, parce que nous, je pense, je ne veux pas non plus trop revendiquer, mais je pense qu'on est les seuls à avoir une réflexion globale, à la fois sur la défense, l'international, le social, l'économie, vous voyez. Et donc ça peut être utile à eux. Donc il est plutôt à cette destination. Et puis entre-temps, puisque nous on prendra position qu'au mois de janvier, voilà, parce que ça bouge tous les jours. Alors, donc vous ne nous dites pas qu'aujourd'hui Anne Hidalgo est votre candidate, par exemple? Si à titre personnel, je prendrai mes responsabilités, mais dans le mouvement, je ne peux pas, puisqu'il y a toutes les sensibilités, et qui encore n'ont pas désigné ou pas leurs candidats, ou sont toujours en discussion. Donc on verra bien fin janvier, je pense. Fin janvier, ça sera stabilisé, il y aura eu les 500 signatures et tout. Et nous, en attendant, on fait des réunions dans les régions. Moi, j'en ai fait 7 ou 8 les 3 derniers mois, les dernières à Lille et en Bretagne. Là, je vais encore en faire en Occitanie. Et donc, on continue à défendre ces idées comme je viens de le faire avec vous. Voilà, la destination, elle est pour le moment au niveau des citoyens. Ok, très bien, Monsieur Cambacérès. Je rappelle une chose que je n'ai pas précisé, que vous êtes un ami de longue date de François Hollande, que vous avez rencontré sur les bancs de l'école, de l'ENA, la fameuse profession. L'ENA qui a été supprimée d'ailleurs. Très dommage, très dommage. Le monde entier ne voulait faire des ENA dans leur pays et envoyer leurs meilleurs, et là on supprime. Une dernière question vient. Mais je tiens à vous dire, c'est vrai ce que vous dites, mais je ne suis pas son porte-parole et je ne parle pas en son nom. Mais vous avez son oreille. Voilà. Une dernière chose qui me vient comme ça, donc on voit un peu la cacophonie à gauche. Est-ce que François Hollande aurait été un bon candidat finalement pour cette élection présidentielle de 2022? Et est-ce que c'est peut-être, en fonction du résultat de cette élection, est-ce qu'on pourrait voir François Hollande se proposer candidat pour 2027? Oula, et puis et après, bon, il est jeune. Moi, à l'ENA, bon, on était, il avait 4 ou 5 ans de plus de moins que moi, parce que j'avais fait beaucoup de choses avant. J'avais fait une licence de chinois, un diplôme d'agronomie, vous voyez, bon, donc j'avais un peu traîné. Mais alors, je réponds à votre question. Écoutez, moi, j'ai été déçu en 2017, qu'il ne se présente pas. Bon, il avait dit trop tôt qu'il ne le faisait pas, il était lié. Donc c'est à ce moment-là, après on ne va pas refaire l'histoire, mais c'est à ce moment-là que, vu ce qui s'était passé avec la primaire,
vu que c'était Hamon qui ne représentait pas vraiment la social-démocratie comme on la concevait depuis François Mitterrand, etc. Bon, c'est là que effectivement il aurait pu être présent et changer le cours de l'histoire. Après, bien sûr, on est toujours nous pour François Hollande, on l'aide dans le Tour de France qu'il fait avec son livre Affronter, mais on ne va pas parler pour lui parce que c'est tellement compliqué maintenant, les choses sont impliquées, qui fait que le Parti Socialiste a désigné quelqu'un, que les uns et les autres y sont, etc. Donc c'est très difficile après de revenir en arrière. Par contre, il est toujours dans le débat politique, il a été président de la République, donc il apporte beaucoup au débat, il peut donner des conseils, c'est ce que je vous disais. Bon, premièrement, s'appuyer sur le passé, deuxièmement, faire un programme, troisièmement, avoir une incarnation plus forte. Donc voilà, on laisse l'histoire trancher d'elle-même, on a encore du temps, puisque nous-mêmes, on prendra position que fin janvier. Début 2022. Voilà. Très bien, je vous remercie, Monsieur Cambacérès, d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Merci beaucoup, TV merci. Finance. Merci. Je rappelle que cette émission est enregistrée, qu'elle sera diffusée donc la semaine prochaine, le 17 décembre prochain. Ainsi s'achève ce dernier JT de Vue d'ailleurs. Rendez-vous l'année prochaine. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Merci à toutes, merci à tous pour votre attention. Au revoir. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Entreprise et Innovation, votre rendez-vous innovation, développement économique et enjeux du digital sur TV Finance. Tous les jours, TV Finance met en lumière une société, un projet, des hommes et des femmes qui font l'entreprise d'aujourd'hui et de demain dans un monde en perpétuelle évolution. Pour y participer, contactez-nous sur tvfinance.fr.